Bonjour à tous, bienvenue au MIX Laboratoire des mobilités innovantes. Je suis Mathias Marmiès, directeur du laboratoire, et on est ravis de vous accueillir ce matin pour cette conférence dédiée aux données ouvertes de la mobilité. Avant de vous présenter les intervenants de la conférence, juste un petit rappel historique. Cette conférence émane d'un travail de préfiguration que nous avons co-construit avec les membres fondateurs du laboratoire, notamment lors de l'atelier des partenaires du 7 avril dernier, qui a fait ressortir un besoin de travailler ensemble sur des communs qui occupent et mobilisent l'ensemble des acteurs de la mobilité du territoire. Le premier commun qui a été plébiscité par les partenaires est donc la donnée, les données de mobilité. Et donc c'est tout naturellement que, comme vous l'avez remarqué en vous asseyant sur votre siège, nous avons lancé aujourd'hui une séquence de 6 mois dédiée aux données de mobilité et qui commence par la conférence du jour. Donc cette première conférence qu'on accueille au niveau du MIX, c'est aussi grâce aux adhérents et aux partenaires, c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble et à l'accompagnement de Flore Bonhomme, bien évidemment, car cette conférence est co-organisée, comme vous le savez, avec la métropole Normandie. Donc, pour cette journée, nous avons le plaisir d'accueillir sur cette conférence Madame Christina Lomont de Transport Data Gouv, qui est responsable de l'ouverture des données au sein de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités, la DGITM. C'est bien, je ne me suis pas trompé. Voilà. Après, nous avons donc Flore Bonhomme, de la métropole Normandie, qui est chargée de projet Territoire Intelligent et Open Data. Puis nous avons Madame Virginie Cobé, directrice numérique de Transdev Rouen, TCAR. Et enfin, Monsieur Michael Savary, du CEREMA, chef de groupe sécurité routière et analyse des mobilités au sein du département mobilité, sécurité et ouvrage d'art. Donc, comme vous l'avez vu, on a eu, comme tout le monde, des difficultés à garantir la parité. On a fait notre maximum, mais c'est pas possible. C'est vraiment difficile. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se réunit pour 1h30 de conférence. On l'a préparé avec les intervenants pour laisser un large espace d'échange à la fin pour que vous puissiez interagir, poser des questions. Donc, bien évidemment, les réponses aux différents points qu'on va aborder ce matin seront assez succinctes pour qu'on puisse aborder tous les sujets. Je ferai attention au temps et donc je me permettrai de vous interrompre pour qu'on puisse passer à la suite. Bien évidemment, on pourra creuser lors des questions et on a aussi planifié cette conférence en lien avec le déjeuner des partenaires qui suit juste derrière pour que vous puissiez, avec les intervenants, creuser le sujet, approfondir certains points. Donc comment est-ce que cette conférence s'organisera? Tout d'abord, on va, avec Madame Lomont, poser le cadre légal, le cadre juridique, avoir une vision d'ensemble sur ce que représente l'ouverture des données, et plus particulièrement dans le domaine de la mobilité. Après, on va faire dialoguer les producteurs et les consommateurs et analyseurs de ces données de mobilité qui sont représentés aujourd'hui pour comprendre les besoins, les difficultés de ces ouvertures et les sujets qui sont d'actualité ou émergents pour pouvoir anticiper l'avenir. Pour qu'on soit aussi en mesure de vous présenter des éléments concrets sur ce que représente l'ouverture des données, bien évidemment, on a demandé à chaque intervenant de mettre en lumière certains exemples parlants d'application de ces ouvertures de données. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on aura un échange avec la salle pour que vous puissiez croiser, échanger et avoir une vision d'ensemble globale sur ces enjeux. Donc, comme annoncé, Christina, l'idée c'est de pouvoir nous apporter une vision d'ensemble. Transport Data Gouv a été créé pour faciliter l'accès aux données de mobilité qui sont produites par divers acteurs sur l'ensemble du territoire. Et dans ce cadre, vous gérez le PAN, P-A-N, point d'accès national. Et du fait de ces missions, vous avez une vision très large du sujet. Donc la question pour vous, c'est pouvez-vous nous présenter les grands principes de l'open data appliqués aux données de mobilité? Parfait. Bonjour à tous, merci d'être là et merci Mathias pour l'invitation. Donc en effet, je travaille dans l'équipe de Transport Data Gouv qui est un projet porté par la DGITM qui s'inscrit dans le cadre de la loi NOM, plus précisément de l'article 25.
Donc, que dit cette loi? Elle dit que les autorités organisatrices de mobilité doivent ouvrir leurs données de mobilité selon certains formats, schémas et selon un calendrier qui aujourd'hui globalement est dépassé. Donc là, normalement, sur le PAN, point d'accès national, on devrait justement avoir toutes les données d'information voyageurs ouvertes et disponibles. En l'occurrence, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, c'est le but du projet, c'est d'ouvrir toutes ces données. De quelles données on parle? On parle des données qui sont sur la droite, donc des données de transport en commun, donc le référentiel théorique, les horaires, les lignes, les couleurs des lignes, enfin voilà, donc selon un format très spécifique. Les données de transport en commun temps réel, pour du coup informer sur les perturbations, les prochains passages en temps réel, etc. Et toutes les données des autres mobilités, comme le vélo, le stationnement cyclable ou les aménagements, le covoiturage, enfin, tout ce que vous pouvez voir là, beaucoup de mobilité électrique en ce moment, les vélos électriques en libre-service, enfin voilà, tout ce qui est relatif à l'information voyageurs pour informer les voyageurs. Donc le point d'accès national a été créé dans cet objectif. Pourquoi on souhaite ouvrir les données de mobilité? Il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment rendre l'information voyageur accessible partout en France et pas uniquement dans les grandes métropoles. C'est vraiment qu'un citoyen lambda puisse avoir l'information des horaires de son bus, du covoiturage, etc. sur un maximum de plateformes possibles. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif, c'est un objectif plus innovation. Donc ouvrir les données pour créer des services innovants, pour que les citoyens puissent s'emparer de la donnée et inventer de nouveaux services de mobilité, faire de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est un objectif d'innovation. Et enfin, l'objectif qui englobe un peu le tout, c'est qu'au final, on souhaite que la voiture individuelle ne soit plus le mode de transport préféré des Français et on souhaite du coup favoriser les modes doux, les modes plus durables. Et donc voilà l'objectif concret de l'ouverture des données. Là, je vais passer rapidement, mais donc c'est comment ça se passe aujourd'hui le process de diffusion. C'est on a des producteurs qui vont du coup produire les données, comme on l'a dit, selon certains formats et schémas bien définis. Si ces formats ne sont pas respectés, les données ne sont pas référencées sur le transport d'Adagouv. Une fois que la donnée est de qualité, eh bien, il va y avoir des réutilisateurs de données. Concrètement, nous, nos réutilisateurs, c'est les gros calculateurs d'itinéraires, donc Apple, Google, Transit, MyBus, toutes les applications finalement ouvertes et gratuites qui permettent d'informer les voyageurs. Et ensuite, la dernière étape, c'est la diffusion auprès des usagers. Et j'ai oublié de préciser, mais du coup, cette plateforme est gratuite, sans authentification. Tout le monde peut bien télécharger la donnée et la réutiliser comme il le souhaite. Et là, c'est juste pour terminer la présentation, un exemple concret d'ouverture avec, voilà, j'ai illustré avec la Normandie. Donc ça, c'est Atommode qui a publié ce qu'on appelle un GTFS, donc c'est les horaires théoriques du réseau urbain et interurbain de Normandie, donc vous voyez sur la gauche. Et donc, on voit tout son contenu et tout le monde peut le télécharger, l'intégrer dans son application, l'utiliser, faire des analyses, etc. Donc voilà pour illustrer comment ça fonctionne. Merci pour ces présentations. Pour votre information, tout n'est peut-être pas visible de votre siège. La présentation sera partagée bien évidemment à l'ensemble des participants. Après la conférence, on laissera l'écran parce que vous verrez, il y a un certain nombre de liens qui seront cliquables que vous pourrez parcourir et utiliser par la suite. Donc merci Christina. Donc on se trouve actuellement sur une période charnière. En fait, le cadre légal est précis, il est posé, comme vous l'avez dit, on a déjà dépassé le planning. Et en fait, aujourd'hui, ce sujet d'ouverture des données est aussi en lien avec les enjeux de la transition environnementale. Dans ce cadre, là je m'adresse plutôt aux 3 autres intervenants. Selon vous, quels sont aujourd'hui les grands enjeux en matière de données de mobilité? Flore, côté métropole. Alors, je vais repartir un tout petit peu plus en macro par rapport au contexte de la métropole. Et l'obligation que la métropole a en tant qu'autorité organisatrice de mobilité, donc par rapport à la loi LOM, mais plus largement par rapport à la loi pour une république numérique de 2016, parce que la métropole, comme tous les EPCI,
où une collectivité de plus de 3500 habitants a l'obligation d'ouvrir l'ensemble des données numériques, donc de mobilité, mais toutes les autres. Alors, sauf, bien évidemment, les données qui sont couvertes par un secret, à savoir les données à caractère personnel, les données couvertes par le secret industriel et commercial. Sinon, toutes les autres données ou bases de données sont censées être ouvertes. Et donc, on voit bien qu'un des enjeux pour l'ouverture des données, que ce soit la mobilité ou les autres sujets, c'est d'embarquer l'ensemble des acteurs dans cette démarche d'ouverture. Quand on regarde les chiffres de l'Observatoire de l'ouverture des données, au niveau national, seuls 14% des collectivités ont engagé une démarche d'ouverture des données. Alors bien évidemment, ce sont des grosses collectivités, régions, départements, métropoles, mais on le voit bien, les données de mobilité concernent en fait d'autres acteurs. Donc on a vraiment un enjeu d'embarquer l'écosystème des producteurs de données dans ces démarches-là. Et c'est pourquoi la métropole a souhaité être assez ambitieuse sur ce sujet-là et a voté en fait une délibération en février 2021 en posant pour principe la co-construction avec les communes et les citoyens de cette démarche-là. Et c'est pourquoi on a ouvert un portail Open Data au 1er octobre dernier pour en fait animer la démarche et pour être complémentaire au PAN, notamment sur les données de mobilité, où sur cette plateforme, on peut trouver la donnée brute, comme on va le trouver sur le PAN ou sur la plateforme data.gouv, mais on va également pouvoir mettre en scène la donnée, parce qu'un citoyen lambda n'a pas forcément les compétences pour aller traiter la donnée brute, donc on va pouvoir lui donner à voir certaines visualisations, certains graphiques, certaines cartographies, et on va pouvoir également agréger sur cette plateforme métropolitaine l'ensemble des données territoriales de la métropole. Donc c'est un point d'accès unique à la donnée. Donc il y a vraiment cette volonté d'animer la démarche et d'être un point d'accès, un service public métropolitain de la donnée. Merci. Côté Transdev Rouen, Virginie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, comme le disait Christina, l'enjeu in fine, c'est de proposer une vraie alternative à la voiture et de transporter de plus en plus de gens avec un réseau le plus efficace possible. Alors, pour cela, sous l'égide de la métropole, on fait évoluer le réseau de transport en commun très régulièrement pour qu'il soit toujours proche des besoins et des attentes des habitants. Alors, pour ça, on regarde par exemple l'usage réel du réseau de transport en commun actuel. Quelles sont les lignes les plus utilisées, sur quels arrêts, à quelle heure, et ça nous permet de réajuster l'offre pour qu'elle soit la plus efficace possible. Alors là, dans le cas précis, on a surtout regardé nos voyageurs actuels. Donc on améliore le service rendu à nos voyageurs actuels, mais on n'a pas encore, là, avec ces démarches-là, conquis de nouveaux voyageurs. Et pour ça, c'est important qu'on regarde les enjeux du territoire, les enjeux économiques, industriels, politique, c'est demain, où seront les bassins d'emploi, demain, où seront les nouveaux logements. On peut imaginer facilement, on a par exemple un nouveau programme immobilier qui se construit. Si on n'a pas les lignes de transport en commun au démarrage du programme immobilier, les gens ils vont prendre leur voiture, ils vont acheter une voiture et se déplacer en voiture. Et même si un an ou deux après on arrive avec la ligne de bus, c'est un peu trop tard, les gens ont pris l'habitude, et il faudra de nombreuses années pour que ces habitudes changent. Donc il est essentiel que demain, on n'intègre pas que les données que nous produisons, dont nous on dispose, mais qu'on intègre des données externes pour construire le réseau, des données INSEE sur la démographie, sur les programmes économiques et les programmes immobiliers. Et là, je dirais, on le fait, mais manuellement, avec nos connaissances. L'objectif avec l'ouverture des données, c'est d'automatiser, de systématiser ce partage d'informations. Et là, les choses restent encore à construire. Merci. Mickaël, côté CEREMA, au niveau de cet enjeu autour des données, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter ? Alors moi je vais être un petit peu dans un rôle un peu enregistrement un peu différent, parce qu'on n'est pas producteur de données, ou du moins très peu, on est de grands consommateurs. Du coup les enjeux sont plutôt un petit peu techniques. À savoir que on a besoin de beaucoup de données pour réaliser toutes nos études, en particulier sur le domaine de la mobilité, qui est un de nos domaines phares au sein du CEREMA. Donc on a besoin de données sur le territoire, on l'a évoqué, les données de l'INSEE notamment sont une des ressources qu'on utilise.
Ça peut être aussi des données sur la mobilité, d'un côté l'offre de transport, hein, l'offre telle qu'elle peut être caractérisée par le GTFS qu'on a vu tout à l'heure, pour les transports en commun, mais c'est aussi bien évidemment, nous ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les offres de fréquentation, qu'elles soient, je dirais, classiquement le comptage routier, hein, on est objet de données utiles pour qualifier une fréquentation d'un réseau, en l'occurrence routier, mais aussi des fréquentations de transport en commun de plus en plus intéressantes, mais pas forcément toujours détaillées et pas forcément toujours exploitables pour nous. Un deuxième enjeu, justement, c'est quelque part, c'est déjà l'accès à la donnée, bien évidemment, on parle ici d'open data, mais c'est aussi l'exploitabilité de cette donnée, à savoir est-ce qu'elle est suffisamment documentée, voire parfois vérifiée, validée par son producteur, et parfois, nous, en tant qu'utilisateur, en tant que service d'ingénierie, on est parfois un petit peu en difficulté face à des données qui nous semblent peut-être pas suffisamment claires, pas suffisamment documentées. Je vous prends l'exemple du GTFS qui est un format, parfois il est difficile quand même de bien comprendre quelles sont les missions qui sont derrière, les missions de transport en commun qui sont parfois un petit peu difficiles à comprendre. Et puis peut-être un dernier enjeu un petit peu aussi prospectif, on voit l'émergence depuis quelques années, et ça va bien évidemment être en croissance, on va parler probablement tout à l'heure, des données de mobilité massive, des données numériques, hein, ce qu'on appelle, je dirais, particulièrement le big data, donc qui ne sont pas forcément des données ouvertes, en tout cas pas pour l'ensemble, et qui, je dirais aujourd'hui, sont prometteuses parce qu'elles génèrent d'importantes quantités de données, en complément des données fournies par des producteurs plus classiques, mais qui posent des questions sur, je dirais, les usages et, je dirais, les types d'informations que l'on peut en retirer. Et l'enjeu peut-être c'est de se dire on ne va pas forcément tout passer avec, je dirais, de la donnée numérique, les données ouvertes, on a peut-être encore besoin peut-être de faire encore un peu de recueil plus classique de données particulières. Merci. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que suite à l'intervention de Christina en introduction et vos interventions respectives, on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire pour atteindre une plus grande ouverture des données. Ce qui serait intéressant de creuser, justement, en tant que producteur de données, côté Métropole en Normandie et Transdev Rouen, quelles sont aujourd'hui les difficultés, les freins que vous rencontrez pour permettre une plus large ouverture de ces données? Alors, il y a effectivement plusieurs freins, et je dirais plutôt problématiques. On l'a vu sur la multiplicité des données, de la nature des données. Donc, on parlait des données de fréquentation, les données géolocalisées, comme la géolocalisation des points d'arrêt, les données bioéthiques, les données qu'on va pouvoir également collecter via l'IoT, donc les capteurs, donc tout ce qui est données de comptage. Donc on voit bien qu'il y a une multiplicité de données, donc avec des particularités techniques qu'il va falloir gérer, mais également au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire que on va avoir différents producteurs de données. Par exemple, Transdev en tant que délégataire va produire des données, même si on est propriétaire, c'est finalement eux qui ont la maîtrise technique de cette donnée-là. Par exemple, si on prend les données cycliques, aujourd'hui, cette donnée produite par JC2Co, c'est eux qui l'ont ouverte sur le PAD alors qu'on est propriétaire des données. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de gouvernance qui on démarre, hein, donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place des process, et puis également dans les contractualisations, il faut qu'on prévoie des clauses open data pour que nos prestataires, nos délégataires nous fournissent les données dans un bon format pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Donc il y a cet enjeu-là de gouvernance. Il y a également un enjeu de normalisation, donc on a un peu parlé tout à l'heure avec les schémas. Pour que ces données puissent être réutilisées, puissent être agrégées, puissent alimenter des calculateurs d'itinéraire, il faut normaliser la donnée. C'est assez contraignant, donc pour les services qui la produisent, ça nécessite une expertise. Donc ça peut être, pour certains producteurs de données, ça peut être une difficulté supplémentaire. Et enfin, le dernier enjeu, et non des moindres, je dirais la mise à jour. Donc voir de quelle manière on va pouvoir automatiser un maximum cette diffusion des données pour pas avoir à publier manuellement la donnée qui nécessiterait un suivi et puis des ressources humaines qu'on ne pourrait pas fournir en fait. Il faut arriver à se faire dialoguer en fait entre les systèmes. Donc ça c'est un enjeu aussi assez important. Merci.
Virginie Flore a indiqué qu'en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, il était déjà un véritable enjeu de pouvoir structurer l'échange de données entre le donneur d'ordre et la structure en charge de la mise en place de ce service. Au niveau déjà de l'opérateur de transport en commun, je crois que c'est aussi compliqué sur un territoire de pouvoir collaborer avec les différents opérateurs. C'est aussi un enjeu de votre côté? Oui, tout à fait. Donc, difficultés, on en rencontre, puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à publier l'intégralité des données qu'on produit. Alors, c'est lié à la multiplicité des outils et à leur spécificité. En effet, dans le transport en commun, il n'y a pas un seul outil qui gère toute l'information, tous nos services et toutes nos missions. On a un outil qui va construire les lignes, un autre construire les horaires, un autre les services, et le dernier qui suit les voyageurs. Et on a autant d'outils que de missions, je dirais. Et évidemment, dans chaque outil, il y a une base de données différente avec un référentiel qui, mais en général, n'est pas complètement compatible avec le référentiel de l'outil d'à côté. Donc, il y a un gros travail d'harmonisation à réaliser sur ces différents outils. Et c'est encore plus vrai quand on est plusieurs exploitants, puisque Transdev Rouen est le principal exploitant du réseau Astuce, mais pas le seul. On est 5 au total. Et vu du PAN, vu des autres acteurs, le réseau Astuce, c'est une seule entité. Donc, il est important qu'on fournisse un flux de données unique, quel que soit l'exploitant qui réalise la ligne de transport. Et donc, chaque exploitant a ses outils, qui a ses propres bases de données. On démultiplie les difficultés. Et c'est aussi vrai, c'est aussi lié, je le disais en introduction, à l'âge des outils qu'on utilise. Malgré tout, la démarche Open Data est encore assez récente. Les normes qu'on utilise ont à peine quelques années et les outils qu'on utilise ont été conçus avant cette problématique Open Data, avant ces sujets de normalisation. Si aujourd'hui on veut changer tous nos outils, on partirait d'une page blanche, mais tous nos outils neufs auront nativement cette interface. Ce n'est pas le cas de nos outils actuels. Donc on développe les interfaces une par une, comme le disait Flore, pour que les données soient transmises d'un outil à l'autre. Et ça, évidemment, ça prend du temps, ça rajoute une difficulté complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais ça nous fait évidemment perdre un peu de temps. D'accord, merci. Donc en résumé, on a des difficultés à la fois au niveau des process entre les différentes structures, mais aussi au niveau technique entre les outils qui permettent d'exploiter ces données et de les faire travailler ensemble. Donc on voit déjà, et on en reparlera tout à l'heure, un vrai enjeu de collaboration à différents niveaux qui est essentiel pour pouvoir tirer le plus de valeur possible de l'ouverture de ces données. Merci beaucoup pour cette présentation du cadre d'ensemble, du cadre juridique et des difficultés techniques et organisationnelles pour permettre l'ouverture de ces données. Comme on l'a dit en introduction, pour rentrer dans le concret, maintenant on va passer sur une deuxième phase où on va pouvoir vous permettre de nous présenter des exemples d'outils, de services que vous souhaitez mettre en lumière aujourd'hui et que vous exploitez dans votre quotidien et que vous souhaitez promouvoir. Bien évidemment, on va commencer sur une échelle plutôt nationale et après on s'intéressera plus particulièrement à ce que l'on peut faire sur le territoire de la métropole. Mickaël, côté CEREMA, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer sur ce type d'outils et de services? Alors, le CEREMA a un enjeu, c'est on travaille, on est des heures de données, on en produit un petit peu également. On a un enjeu de mieux faire passer les résultats de nos analyses, et ceci passe aussi par une ouverture, je dirais, beaucoup plus large. Donc, ceci est, je dirais pas dans tous les domaines d'intervention. Je peux citer, par exemple, des questions sur le recensement des friches industrielles, qui n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, pour la sécurité routière, on se rapproche encore plus du trafic routier. Ce que vous avez à l'écran, justement, c'est un projet qui a été monté à l'aune du premier confinement de 2020, alors, en interne, par le CEREMA, une équipe projet assez resserrée, et c'était l'idée de fournir un indicateur de trafic routier pour essayer de comprendre justement comment était gérée l'évolution des trafics pendant ces phases de confinement. Et puis, bien évidemment, l'outil a continué de vivre, et on n'attendait pas au mois de mai quand il est sorti 2020 la suite malheureusement des événements, mais il a permis, comme vous voyez, de bien identifier, gérer les phases de confinement en confinement et de se rendre compte de manière plus ou moins zoomée, exemple macro, les données. Donc, ces données, en fait, ce travail a été possible grâce aux données ouvertes qui ont été issues de plusieurs fournisseurs. En premier lieu, le site Bison Futé, qui fournit de la donnée en temps réel. Alors,
l'indique, c'est du temps réel, donc il y a un enjeu pour nous de capitaliser et d'historiser pour pouvoir justement fournir ce type d'analyse, mais aussi de données qui sont issues des réseaux, des gestionnaires de réseaux multinationaux, que sont les directions interdépartementales des routes, mais aussi, on n'a pas le site en vrai, mais du coup on sera exploitable après, mais on a aussi des données qui sont un petit peu plus spécifiques pour le coup, ce sont les données, ce qu'on appelle les équipements de mise en marche, donc les dispositifs d'aide au contrôle des transports, des surcharges de poids lourds, qui là pour le coup sont des données plutôt issues du travail directement du CEREMA. Alors ce premier projet, comme vous l'avez compris, qui a été monté un petit peu dans l'urgence, avec projet de preuve de concept, et donc il y a un deuxième projet que je souhaitais vous présenter, voilà, donc, qui est le projet Avatar. Donc Avatar pour analyse et visualisation des données de trafic routier, qui est un projet piloté par le CEREMA et qui a fait suite à un constat. Le constat, c'était d'avoir besoin de connaissances sur l'évolution du trafic routier. On l'a bien vu avec les phases de confinement et déconfinement, mais plus généralement, on a un des premiers enjeux quand on fait des analyses de mobilité, en particulier autour du trafic routier, c'est connaître un petit peu l'historique, l'évolution et connaître un petit peu les évolutions. Et donc, le constat aussi, c'est que les données sont morcelées. Pas sans savoir qu'il y a de multiples, pour les transports en commun, gestionnaires routiers qui exploitent les routes et qui produisent de la donnée de trafic. Du coup, ces données très peu, en tout cas trop peu pour nous, publiées. Donc ce projet a été monté en premier temps avec 3 gestionnaires, plutôt du côté de la Bretagne, la direction interdépartementale des routes ouest, le département 44 et Nord Métropole, et a vocation à s'ouvrir à l'ensemble des gestionnaires. Qui nous permet notamment de faire ce type d'analyse où on peut retrouver sur un secteur donné, donc ici sur l'exemple du département, on peut l'avoir à l'échelle de l'agglomération, on peut l'avoir à l'échelle avec un onglet de cartographie à l'échelle de chaque capteur qui est utilisé dans ce projet, dans cette base. Et donc ça permet d'avoir une analyse assez poussée, des indicateurs variés, homogènes. Et comme c'était cité tout à l'heure, on a aussi, nous, dans ce produit-là, un enjeu d'homogénéisation de la donnée d'entrée, qui n'est pas identique selon les gestionnaires, les capteurs. Donc, vous pourrez éventuellement en avoir un peu plus d'informations lors d'un rendez-vous de la mobilité du CEREMA qui est organisé le 13 décembre prochain. Les inscriptions sont encore ouvertes et gratuites. On aurait pu mettre le lien, c'est dommage. Tout à fait. Vous me le demandez tout à l'heure. Merci beaucoup. Christina, à l'échelle nationale, vous vouliez aussi ajouter des précisions concernant l'impact de la loi climat et des obligations qui en découlent. Oui, tout à fait. Donc, cet été, la loi climat et résilience, dans son article 22, explique que les calculateurs multimodaux sont dans l'obligation d'intégrer tous les jeux de données de mobilité du PAN, donc pour le plan d'action national, dès lors qu'ils sont en licence ouverte et de bonne qualité. Ce qui veut dire que là, Google Maps, Apple Maps, Microsoft, tous ceux que je vous expliquais tout à l'heure, doivent intégrer l'ensemble des horaires théoriques des réseaux de France dans leur calculateur d'itinéraire. Et Google Maps nous a appris hier ou avant-hier qu'ils venaient d'intégrer justement 72 jeux de données d'un coup. Donc, nous, on est très contents de cette nouvelle parce qu'en fait, auparavant, c'était les grosses métropoles qui pouvaient bénéficier de ça, ou alors les petites qui faisaient la démarche auprès de Google. Et maintenant, grâce à cette loi, finalement, l'information voyageur sera possible aussi dans les petites agglos. Et donc, c'est un peu l'objectif de notre projet, justement, de démocratiser l'information voyageur partout en France. Donc, pour l'instant, Google est un bon élève, on va pas s'en plaindre, et on espère que justement, ça fasse un levier et que tout le monde s'y mette. Normalement, la loi devrait être appliquée, il y a eu le décret, mais c'est pour la fin de l'année, donc Google est même en avance, et on espère que ça fera un effet boule de neige et que, globalement, tous les horaires de tous les réseaux de transport soient disponibles pour tout le monde. Et dans la même idée, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est par exemple les parkings relais, idem, créer un fichier des parkings relais en licence ouverte
pour que, pareil, les calculateurs type Waze s'en emparent, enfin, soient obligés de s'en emparer, et puis informent finalement les automobilistes qu'un parking relais est disponible à cet endroit. Et là, le but, c'est de favoriser l'intermodalité. Donc, voilà notre objectif en ce moment, c'est grâce à cette loi, essayer de forcer, mine de rien, l'intégration des données, mais au moins, c'est utile pour les citoyens. Et voilà, c'est le cas concret que je voulais évoquer aujourd'hui. Merci. Donc, avec vos deux interventions, on a une vision un peu plus précise de ce qui peut être mis en place au niveau national. Et comme vous l'avez dit, l'intérêt, c'est surtout d'apporter des informations auprès des usagers. À l'échelle locale du territoire de la métropole, Flore, qu'est-ce qui est aujourd'hui en cours ou à venir pour permettre justement une multiplicité de données au service des citoyens? Alors, je vais revenir sur les 4 objectifs d'une démarche d'ouverture des données, parce que je ne crois même pas qu'on les a tous cités. Donc, il y a tout d'abord la transparence de l'action publique, l'objectivation des politiques publiques, la modernisation également du service public, et également des enjeux d'attractivité et d'innovation, on l'a vu, avec la possibilité pour tout un chacun de pouvoir réutiliser la donnée, donc proposer de nouveaux services. Donc, je vais essayer d'illustrer au moins 3 des enjeux. Tout d'abord sur la transparence de l'action publique. Donc, les données ouvertes vont pouvoir en fait être utilisées pour faire des études, pour mieux comprendre en fait les flux dynamiques du territoire. Donc, on l'a vu avec le CEREMA. Donc, il y a un outil qui existe aujourd'hui, qui est une collaboration entre la métropole et l'agence d'urbanisme de Rouen qui s'appelle Homer, qui donne à voir justement un certain nombre de données en lien avec la mobilité, le comptage routier, les données sur le vélo. Et donc aujourd'hui, ces données-là, elles étaient visibles, mais elles n'étaient pas ouvertes. Donc on fait tout un travail d'ouverture de ces données pour que en fait d'autres personnes puissent également faire ces études ou compléter ou enrichir. Et donc là, on va essayer de faire un vrai lien entre cet observatoire de la mobilité et la donnée ouverte. Donc ça, c'est un projet, par exemple, qui, je pense, pourra vraiment être intéressant pour pas mal d'acteurs sur le territoire. Un deuxième cas concret qui rejoint ce que vient d'évoquer Christina par rapport à Google Maps. Donc nous, grâce à l'ouverture des données, cette donnée-là, elle a été visible dans Google Maps dès l'été 2021. Ce qui n'était pas le cas avant par rapport par exemple, à une métropole comme Nantes. Et il est vrai qu'un touriste, quand il arrive par exemple sur le territoire de la métropole, il n'a pas forcément le réflexe d'utiliser les applications locales. Enfin, on voit bien quand on est touriste, quand on voyage. Et du coup, c'est un vrai plus, c'est un vrai enjeu d'attractivité que cette donnée-là puisse être visible pour quelqu'un qui arriverait sur le territoire pour 2 jours. Donc ça, c'était et ce type de travaux-là avec ces grands opérateurs, il y a une exigence de qualité qui nous fait également, malgré tout, on peut être pour, contre les GAFAM, mais malgré tout, ça nous a obligés à qualifier la donnée parce qu'ils sont très exigeants sur la donnée qui est ouverte jusqu'à la couleur de la ligne, par exemple. Donc ça, c'est un projet. Il y a également un projet avec, on en parlait aussi, Waze. Donc on peut le voir comme un concurrent des outils qu'on peut développer sur le territoire de la mobilité, mais il faut aussi se dire qu'il vaut mieux finalement contractualiser avec eux pour pouvoir proposer justement des services qui sont adaptés à la réalité du territoire. Et par exemple, on va pouvoir pousser de la donnée métropolitaine certifiée. Donc dans Waze, on aura quand il y a une perturbation, on pourra avoir des remontées de données qui seront certifiées métropole. Et à l'inverse, ils pourront faire remonter au service de la mobilité un certain nombre de données qui sont produites par l'utilisateur. Donc voilà, il y a un échange de données entre opérateurs qui permet finalement d'améliorer la qualité de service. Cet échange bilatéral, il est imposé aussi par la loi? Non, pas forcément. Merci beaucoup. Toujours sur le territoire de la métropole, au niveau de Transdev, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui pertinent à montrer ou qui est prévu d'être développé prochainement? Alors du coup, je peux vous parler d'une nouvelle donnée qui est produite et que demain on pourra ouvrir. Et là, comme on est sur un outil récent, on est plus serein. Avec la métropole de Rouen, donc on a travaillé avec l'entreprise Floli. Donc cette entreprise
nous permet de mieux connaître l'usage réel du réseau de transport. Alors il y a deux volets dans ce système Flowlink. Il y a des capteurs à bord des véhicules et une plateforme d'analyse et de consultation des données. Donc dans chaque véhicule, alors les principales lignes de la métropole, il y a un capteur en embarqué qui détecte les traces passives des smartphones. Alors ça, de façon complètement anonyme, mais ça permet de savoir qu'un smartphone lambda est monté à un arrêt, descendu à un autre, et éventuellement est remonté dans une autre ligne de bus. Alors, quel est l'intérêt de ce type d'outil? Aujourd'hui, on sait simplement combien de personnes sont montées à un arrêt, combien on a fait monter de voyageurs. On ne sait pas où ils sont descendus, donc on ne sait pas combien de temps ils restent dans le bus. Donc on ne sait pas si le bus est plein ou pas plein, sauf en envoyant des enquêteurs sur le réseau. Grâce à cet outil, on a une donnée plus fine. Donc là, la première donnée qu'on récupère et qu'on voit à l'écran, c'est de façon assez classique le nombre de voyageurs qui montent à chaque arrêt sur une ligne de dés. Donc on peut avoir l'info par ligne, par arrêt, par jour de semaine, par tranche horaire. Donc là, c'est vraiment une information assez classique. Si on passe à la deuxième slide, là, on a déjà une information plus précise, c'est le nombre de personnes présentes dans le bus à un instant T. Donc en fait, alors, évidemment, ce ne sont que des estimations puisque tous les gens n'ont pas de smartphone, tous les gens n'ont pas activé le Bluetooth ou le Wi-Fi, sur leur smartphone. Donc là, on est sur une donnée estimée, mais ça nous permet de savoir si le bus, il est vide, à moitié vide, plein ou complètement saturé. Ça nous permet de faire évoluer le réseau, de se dire là, on a 90% de chances que le bus soit complètement saturé sur 5 arrêts. Il faut proposer une offre alternative, il faut changer quelque chose, sinon demain, il y a des gens qui vont abandonner faute de pouvoir monter dans le bus. Et inversement, si on se rend compte qu'à un endroit, ça ne rencontre pas son public, à nous de repenser l'offre avec la métropole. Donc là, c'est une donnée précieuse. Et si on passe au troisième slide, là, c'est une représentation cartographique de la correspondance entre les lignes. C'est de se dire, mais je sais que la ligne T4 va se déverser à 20% de ses voyageurs dans la ligne T1. Et on sait à quel arrêt et on sait sur quelle tranche horaire. Là, c'est précieux parce que c'est une information qu'on n'a pas d'autre moyen d'avoir que par une enquête qu'on fait à bord des bus avec un cabinet d'études. Là, cette information, on l'a tous les jours de façon actualisée. Et donc là, c'est précieux parce que si à un moment donné, il y a une grosse perturbation sur la ligne T1, par exemple, on sait qu'on va embêter 20% des gens qui sont dans la ligne T4. Donc en fait, il faut leur dire aussi sur la ligne T4, attention, la ligne T1 est perturbée, descends peut-être plus tôt, plus tard, ou fais ta correspondance sur un autre arrêt. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer d'une part le réseau, le service, la qualité du service rendu aux voyageurs, et surtout d'avoir une information aux voyageurs la plus précise possible. Alors cette donnée, elle est présente dans une base de données connectée, il suffit d'avoir un lien Internet. Donc demain, aujourd'hui on peut l'ouvrir à la demande, demain je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour l'intégrer au portail de la métropole et la rendre accessible à un maximum de gens qui pourront imaginer encore d'autres usages de cette donnée. Très bien, donc on voit qu'avec déjà toutes ces données au niveau de l'opérateur Transdev, vous avez beaucoup d'éléments. Comme vous l'avez mentionné, l'objectif demain, c'est de pouvoir l'ouvrir. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend cette ouverture difficile? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la cohérence entre la donnée qui est présente dans cet outil et la donnée qui va être présente dans un autre de nos outils. Il faut qu'un arrêt il ait le même nom, il ait le même numéro dans chacun des outils, sinon on ne pourra pas faire parler les données entre elles. L'ouverture des données que je viens de vous présenter, je suis assez sereine pour le fait que demain on puisse les publier. C'est plutôt sur les données historiques du réseau on a plus de difficultés. Parce que là, comme c'est un outil récent, en fait ils ont dès maintenant intégré la problématique data. On est sur des choses complètement connectées, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer des barrières de sécurité pour pouvoir accéder à la donnée. C'est des choses qu'on peut publier dans le cloud assez facilement. D'accord, donc sur des données assez récentes, ça pourra être natif, mais par contre sur des données plus anciennes, il y aura un travail de nettoyage, d'homogénéisation et d'harmonisation des données pour qu'elles puissent être intégrées à ce flot. C'est exactement ça. Très bien.
Merci beaucoup. Là, nous venons, grâce à vos présentations, d'avoir quelques exemples concrets. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les liens seront disponibles après la présentation et on vous les enverra par la suite. Donc, n'hésitez pas à fouiller ces sites internet très riches. On va maintenant essayer de se projeter sur le futur des mobilités, qui est la raison d'être du MIX, qui a vocation à proposer et à co-construire des solutions innovantes pour le futur de nos mobilités. On voit bien que le sujet des données ouvertes de mobilité est un sujet d'avenir. Il y a encore beaucoup de choses à faire, des volontés qui sont présentées aujourd'hui, des difficultés qu'on a identifiées. Mais de votre point de vue individuel, si on vous mobilise pour savoir quelle est votre vision du futur des mobilités et quelles données sont nécessaires d'ouvrir pour l'envisager le plus serein et efficace et surtout le mieux dimensionné pour répondre aux besoins des usagers, qu'est-ce que vous pourriez notamment faire ressortir, Christina, côté transport Gov, Data Gov? Oui. De notre côté, on a une feuille de route assez chargée quand même sur déjà le transport en commun, donc c'est pas très innovant, mais en fait il y a quand même un énorme besoin d'ouvrir les données théoriques, ça on est quand même plutôt ok, mais temps réel, comme le disait Virginie, les systèmes sont vieillissants dans toutes les grosses agglos, donc on n'a aujourd'hui pas de temps réel. Et en fait le temps réel pour un voyageur c'est quand même très important si on veut qu'il prenne le bus et qu'il soit informé de la déviation, de la perturbation et de son horaire, s'il est vraiment à l'heure ou pas. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs, c'est que d'ici 2 ans, on ait 100% des données temps réel et théoriques ouvertes sur le territoire. Après, dans un second temps, on aimerait avoir des données d'usage, comme ce que tous mes collègues ont évoqué. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, on s'en occupe pas de notre côté. Donc, quand je parle de données d'usage, c'est justement des données de fréquentation qui soient alimentées dans le même format temps réel pour que justement le voyageur soit au courant que son bus en fait est déjà plein et que s'il attend 5 minutes, il aura un bus moins plein. Donc c'est les données, croiser toutes ces données et encore une fois l'objectif c'est informer le voyageur. Un autre de nos chantiers qu'on aimerait bien pouvoir venir, c'est les données tarifaires qui sont aussi aujourd'hui un potentiel frein à l'utilisation des transports en commun parce qu'on n'a pas trop l'information de ces données aujourd'hui. Enfin, pour les bus, c'est assez simple, mais quand on parle de la SNCF, etc., les grilles tarifaires sont tout de suite plus complexes et aujourd'hui, on n'a pas de standard pour expliquer ce genre de données et donc informer le voyageur que s'il a tel critère, tel âge, ça sera tel euro au bout. Donc c'est pour la partie transport en commun, c'est ça qu'on aimerait en tout cas, on veut travailler là-dessus pour avoir une information voyageur complète. Et ensuite, dans nos gros projets du moment, avec l'essor de la mobilité électrique, on aimerait ouvrir aussi en temps réel et en théorique toutes les données sur les points de recharge pour informer les voyageurs de où se trouve leur point de recharge, est-il disponible, est-il en fonctionnement ou hors service, enfin, voilà. Donc ça c'est les gros sujets du moment, c'est pas forcément innovant, c'est pas le futur de la mobilité, mais évidemment par contre on travaille à ouvrir les futures données. S'il y a un nouveau service de mobilité qui apparaît, nous on travaillera à créer un schéma de données derrière et ouvrir les données dessus. Voilà de notre côté. Merci beaucoup. Michael, côté CMA, en tant que structure qui consomme, comme vous l'avez dit, beaucoup de données et qui cherche à les analyser pour en tirer le plus de valeur possible, quelle est pour vous cette vision du futur de la mobilité? Alors, comme c'est évoqué, peut-être 2 choses. La première, c'est qu'on parle beaucoup de données de temps réel, et ça, je l'ai dit, dans nos analyses, on a aussi besoin parfois de faire une analyse un peu historisée, pour un peu comprendre quel est, je dirais, l'usage habituel, et pas forcément l'usage en temps réel. Donc ça, c'est peut-être aussi un enjeu aussi que la donnée publiée puisse être parfois historisée et qu'on ne soit pas obligé de le faire au fil de l'eau. Plus largement, la mobilité, vous l'avez évoqué sur l'électromobilité, ça va être aussi de nouveaux usages, de nouveaux services, le vélo libre-service, l'autopartage, le covoiturage. On voit déjà arriver, je prends l'exemple du covoiturage avec le registre des points de covoiturage, qui est une des données aujourd'hui qui est disponible sur cette activité, des nouvelles données qui arrivent. Et donc du coup, voilà, un enjeu d'ouverture bien sûr de ces données, en particulier des données d'usage, je pense qu'on martèle bien le message. Et du coup, je dirais aussi nous l'enjeu en tant qu'analyseur de données, c'est de faire face à cet afflux de nouvelles données et de causes massives. Et donc avec à la fois un enjeu de compétences en termes de traitement de la donnée,
data scientist, entre autres, mais aussi de mieux passer, je dirais, de faire passer le message. Et ça va passer aussi par des compétences en particulier de data visualisation, comme vous avez pu le voir sur les temps précédents. Et puis peut-être quelques opportunités à venir. Un certain nombre je dirais, je le disais tout à l'heure, le CEREMA produit peu de données, mais accompagne beaucoup sur de la production de données, notamment sur des enquêtes de mobilité. Les plus connues sont les enquêtes désormais intitulées Mobilité certifiée CEREMA, qui sont une source de données importante pour les collectivités qui les portent, mais qui, on parlait justement tout à l'heure encore, on a cité l'opportunité d'être mise à disposition, bien sûr en respectant toutes les contraintes, notamment liées au respect des données personnelles, mais ce sont des choses sur lesquelles le CEREMA travaille aussi pour, à l'avenir, peut-être dans un avenir relativement proche, proposer des visualisations, des mises à disposition, d'analyses un peu de type que pourrait du coup tout à chacun consulter. Donc ces enquêtes de mobilité certifiées CEREMA, nouveau nom, donc ancienne enquête ménage-déplacement, aujourd'hui sont analysées par le CEREMA mais ne sont pas ouvertes. Alors, pourrait l'être, hein. Certaines agglomérations le font déjà, sous certaines concaténations de données, bien évidemment, mais il n'y a pas de systématicité sur la fourniture d'indicateurs qui sont standardisés en plus dans ces enquêtes, et c'est tout l'intérêt de ces formats d'enquête, qui sont standards et reproduits de manière systématique et à l'identique sur l'ensemble des territoires, et depuis 1976, donc avec en plus un enjeu d'historialisation. Mais du coup, aujourd'hui, il n'y a pas en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas de publication systématique de l'ensemble des indicateurs. Ça, c'est un projet que porte le CEREMA, d'essayer de mettre mieux à disposition de ces données d'enquête, pour que l'on puisse les consulter, y compris regarder ce qui se passe sur les autres agglomérations, et pouvoir avoir une meilleure connaissance, partager de la mobilité. Donc on l'a vu sur cette masse de données, sur ces enquêtes qui sont souvent brutes. On a le CEREMA qui travaille, on a aussi l'agence d'Urba qu'on a citée tout à l'heure qui exploite ces données et qui donne une première visualisation. Et comme le disait Flore, de pouvoir ouvrir ces données et permettre d'en tirer de la valeur, il y aura un travail préliminaire pour en tous les cas les pré-traiter et les rendre exploitables, ou en tous les cas à minima interprétables pour, déjà on l'a vu sur des données massives, permettre aux structures qui souhaitent les exploiter savoir déjà assez facilement de quel type de données on parle, quelles informations ça peut proposer, et donc sur quel volume et quelle typologie de données travailler, parce que souvent on a des quantités énormes, et sans ce travail préliminaire de structuration de la source, on réduit potentiellement l'exploitation. Flore, sur ce sujet côté métropole, et sur d'autres bien évidemment, qu'est-ce qui peut être utile pour ce futur des mobilités? Alors pour ce futur des mobilités, moi je vois deux choses. C'est pour la métropole continuer en fait cette démarche d'ouverture et d'enrichir le catalogue. Et pour ça, comme tu viens de le dire Mathias, on a besoin en fait de savoir ce dont les réutilisateurs potentiels ont besoin, parce qu'aujourd'hui c'est chronophage quand même d'ouvrir la donnée. Donc il y a quelques années, on disait on ouvre les vannes et on ouvre tout. Aujourd'hui, on est plutôt à se dire on va travailler sur des cas d'usage, on va se rendre compte qu'il y a un besoin, qu'un réutilisateur pour développer telle étude, tel service va avoir besoin de cette donnée, donc on va pouvoir investir dans l'ouverture de telle ou telle donnée pour pouvoir répondre à un besoin d'un potentiel réutilisateur. Donc on parlait des enquêtes, effectivement, ménage-déplacement, c'est une donnée qui existe, donc il va falloir que toutes les parties prenantes se posent autour de la table pour voir à quel degré on ouvre, quelle granularité, c'est quand même une certaine réflexion. Donc le premier sujet, c'est ça, c'est de continuer d'enrichir la donnée ouverte. On va également avoir de nouvelles données parce que la métropole porte un projet de masse, mobilité as a service, donc c'est une solution qui va permettre en fait d'être un point d'accès unique à tous les services de la mobilité de la métropole. Donc ce MAS va être consommateur de données que la métropole produit, potentiellement de données ouvertes, mais elle va également produire de nouvelles données qu'il faudra analyser et voir si elle a vocation à être également mise en open data. Donc on voit bien que tout ça s'alimente. Ce projet-là, et puis peut-être pour illustrer concrètement un projet d'intelligence artificielle sur les données massives,
La métropole participe au Data Lab. Donc le Data Lab, c'est un consortium d'acteurs autour du Big Data, l'intelligence artificielle. Et on a participé donc à un projet qui s'appelle SmartCap avec un laboratoire de recherche, le BITIS, avec des data scientists, et Momentech, qui est une start-up dont le cœur de métier est l'intelligence artificielle. Et on a travaillé en fait sur les données touristiques pour essayer de voir comment on pouvait gérer les flux. C'est-à-dire que l'idée c'était d'agréger l'ensemble des données, donc aussi bien les données de flux vision d'Orange qui bornent les téléphones portables, mais également les données de fréquentation, les données, on pourrait imaginer utiliser les données météo, pour en fait se dire comment on peut proposer en fait à l'usager final des chemins de traverse. Et dans le tourisme, on voit bien l'impact que ça peut avoir, notamment dans des endroits où il y a du tourisme de masse, où les paysages peuvent être détruits par ce tourisme de masse. Comment en fait arriver à déporter les flux vers des endroits qui sont moins connus ou qui sont pas instagrammés, voilà. Donc on a travaillé là-dessus, donc ça fonctionne. Donc il y a des algorithmes, ça a été salué par la communauté scientifique. Après, il va falloir en trouver une application, créer des solutions industrialisées en fait. Donc on en est vraiment à l'état de recherche. Donc moi je vois également à l'avenir des possibilités énormes, mais voilà, il va falloir effectivement de l'investissement, c'est le nerf de la guerre, et dans la recherche, souvent on s'arrête au POC parce que on n'a pas de financement pour industrialiser ce type de solution. Mais voilà, je pense qu'il y aura des choses assez intéressantes à regarder dans les mois qui viennent. Très bien. Donc on a vu à la fois des applications très territoriales comme le futur NAS de la métropole. On a vu aussi des enjeux en termes de mobilité à l'échelle plus globale avec des gros opérateurs type GAFAM. Si on se place à la place de l'usager, il y avait aussi une notion importante à relever, c'est qu'il faut arriver dans ces outils-là et en faisant collaborer l'ensemble des acteurs à dépasser les limites administratives d'un territoire, mais plutôt passer à l'échelle du bassin de vie pour, comme on l'a dit tout à l'heure, Virginie mentionnait, j'habite là et je travaille là. Si entre les deux il y a une limite administrative, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'usager, je dois subir cette organisation-là? Complètement, il y a un très bel exemple de mobilisation de l'ensemble des acteurs sur le territoire autour des données d'accessibilité, qui est un enjeu important également, et notamment ces données-là sont censées venir enrichir aussi les calculateurs d'itinéraires, proposer des parcours pour les personnes à mobilité réduite. Et on voit bien la complexité d'un tel projet parce que la donnée, on a la donnée en lien avec les transports, avec la voirie, avec les établissements recevant du public, les ERP. Et les producteurs de la donnée, les collecteurs sont différents. Et on voit bien l'importance de faire ce travail à l'échelle régionale parce qu'une personne à mobilité réduite, elle ne va pas s'arrêter à la limite administrative de la métropole. Et donc là, on a engagé une réflexion au sein de la coordination régionale de l'information géographique pour justement créer une dynamique autour de cette donnée d'accessibilité et que tout le monde se mette en ordre de marche au niveau régional. Okay. Du coup, pour compléter ce point, Virginie, côté Transdev, effectivement, sur tout ce qui est accessibilité, information voyageurs, encore une fois, toujours la même question, la vision du groupe Transdev concernant ce futur des mobilités. Alors, la vision de Transdev, je ne sais pas, mais Transdev Grand, Transdev Grand, pardon. Pas de souci. Je vais enfoncer une porte ouverte en disant que la donnée, elle est là pour offrir le meilleur service aux habitants de la métropole, le meilleur service aux voyageurs. Les deux volets qu'on a évoqués, enfin Christina et Michael ont évoqué l'info temps réel et l'info historisée, ces deux données sont précieuses. L'information temps réel, tout simplement pour offrir l'information la plus pertinente et je dirais même la plus personnalisée possible aux voyageurs. Ça fait partie des attentes, des nouvelles attentes, et je dirais c'est de plus en plus attendu, demandé que l'information reçue soit personnalisée. Elle correspond à mon besoin, à ma façon de me déplacer, à mon déplacement. Alors, l'automobile, je le fais assez bien. Si vous êtes tous utilisateurs de Waze, il apprend tout seul vos habitudes, puis tout d'un coup, il vous dit « Attention, aujourd'hui, il faut que tu partes 15 minutes plus tôt, sinon tu vas avoir des problèmes. »
Et ben voilà, ce que Waze fait pour la voiture, et ben demain on doit être capable de le faire pour les transports en commun. C'est-à-dire voilà, on sait que d'habitude tu prends telle ligne, attention, aujourd'hui il y a une grosse perturbation, il faut partir un peu plus tôt, changer ses habitudes, parce que si on ne prévient pas, et ben c'est un voyageur qu'on risque que de perdre avec le temps. Et puis je rejoins l'usage des données historisées. Alors dit comme ça peut paraître moins séduisant, hein, on va se dire, on a tous envie d'avoir un truc temps réel connecté. Mais le temps réel, c'est une photo à l'instant T et c'est pas forcément représentatif de l'usage réel d'un service sur le temps. Et demain, on le sait, pour concurrencer la voiture, ben les gens ne vont pas utiliser un mode. C'est pas une ligne de bus qui va remplacer ma voiture, c'est le train, plus le vélo, plus la marche à pied, plus le bus, plus le covoiturage. Enfin, tous les modes doivent être interconnectés et on a besoin, je pense, demain, pour construire un réseau de bus adapté aux attentes des gens, de connaître l'usage réel et je dirais pertinent dans le temps des lignes régionales avec lesquelles on est en correspondance, des trains avec lesquels on est en correspondance, surtout si demain on a les RER, des parcs relais, des stations vélo, et ça, on a besoin d'avoir des données, je dirais, avec beaucoup de profondeur pour connaître réellement les utilisateurs de ces services-là avec lesquels on doit être interconnecté. Et puis surtout, je pense qu'on a besoin d'avoir un œil neuf parce que nous, on a notre prisme d'exploitant de transport en commun, donc on a nos réflexes, nos habitudes, et on se dit que ces nouvelles données vont peut-être apporter de nouveaux usages, et pour ça, avoir un regard extérieur sur ce qu'il est possible de faire avec nos données, pour nous, c'est précieux aussi. D'accord, donc par rapport à ce volume de données et donc à l'intermodalité qui a été mentionnée, qui nécessite d'avoir des informations sur l'ensemble des modes de transport, ça fait donc un fort volume de données au niveau d'une structure, quelle que soit la vôtre. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que pour pouvoir justement faire communiquer ces données, les agréger et les faire travailler ensemble, ça nécessite une capacité d'analyse très forte qui n'est pas forcément disponible ou mobilisable à l'instant T dans les structures actrices de la mobilité, d'où l'importance, je pense, de faire travailler l'écosystème, de collaborer avec les autres acteurs, et le nerf de la guerre de cette collaboration, c'est donc l'ouverture des données et la visualisation intermédiaire, en tous les cas, comme on l'a dit, la cartographie de ces données-là pour leur permettre une meilleure exploitation. Donc, merci pour ces présentations, c'était assez riche et exhaustif. Il est temps donc maintenant de passer à la dernière partie de la conférence qui vous est dédiée, au cours de laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et interroger nos différents intervenants. Donc on a une demi-heure pour échanger avec eux, donc n'hésitez pas, qui a l'opportunité de lancer la première question. Alors vous indiquez votre nom et la structure où vous présentez, et après votre question. Céline Fabien, Société Philoplex. Moi j'avais au départ une question et il y a eu... Alors, c'est frustrant parce qu'on a des questions depuis le début, mais du coup ça a été alimenté, donc c'est plus une remarque qu'une question. Pour Flore et Christina, vous avez parlé, donc c'est l'accès en fait aux personnes, pouvoir récupérer des données, de pouvoir consulter des infos. Vous avez parlé d'accessibilité, Flore. Donc, moi je travaille dans le handicap visuel, vous allez comprendre ma question. Il y a quelques jours, il y a eu un nouveau report de rendre les sites publics accessibles aux personnes en situation de handicap à 2027, ça a été repoussé de 2 ans. Et du coup, la question c'est comment permettre aux personnes, entre autres déficientes visuelles, de pouvoir avoir accès? Est-ce que vous allez aller au-delà de cette obligation et penser plus usage dès maintenant plutôt que d'attendre l'échéance en 2027? Oui, c'est un vrai sujet donc, qui dépasse la mobilité, mais qui, là on est plus sur l'accessibilité. Il y a déjà une obligation pour les collectivités via le RGA. Mais bon, comme il n'y a pas effectivement de sanctions à la clé, peu de sites internet sont conformes au RGA. Et la métropole s'engage dans une démarche de numérique responsable, dont un des volets est l'accessibilité. Et on vise une labellisation de la métropole pour la fin de l'année. Donc on s'engage, donc on travaille avec l'INR, l'Institut numérique responsable. Et d'ailleurs, j'en profite, pour le 13 décembre prochain, au pavillon des transitions, on organise
toute une journée de conférences autour du numérique responsable avec voilà, une donnée sur l'inclusion numérique voilà, des citoyens, également de la sobriété, la donnée au service du développement durable et comment la technologie peut être au service du bien commun. Donc oui, c'est un vrai sujet au sein de la métropole, on a vraiment envie de travailler là-dessus et normalement le futur site internet qui devrait sortir fin d'année sera complètement accessible et conforme au RGA. Merci, François Galland, CEREMA. Une question plutôt pour Christina sur le PAN. Je voulais savoir quel était le processus qui garantissait la qualité et la fiabilité des données. Excellente question. Merci. Du coup, en fait, le PAN, on a une équipe de développeurs qui ont mis à disposition des outils de validation de la donnée. Donc, sur tous les formats de données existants pour tous les modes de transport, vous pouvez venir télécharger votre fichier et vérifier sa donnée, sa qualité. Donc, ça vous fait un rapport de validation qui est même disponible directement sur la page de la donnée où on voit le taux de disponibilité du téléchargement de la donnée, les erreurs, les avertissements. Donc, on sait grâce à ça si c'est de qualité ou non. Après, on veut travailler justement sur un score qualité. Étant donné que la loi climat justement indique que les calculateurs d'itinéraire doivent intégrer des données si elles sont de qualité. Donc c'est vrai que bon, juridiquement, je pense que tout le monde peut interpréter à sa manière. Donc nous, on aimerait bien justement qu'il y ait un score qui s'affiche et qui dise hop, ça c'est labellisé PAN, c'est de qualité, on n'en parle plus, vous êtes obligé de l'intégrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand il y a des erreurs bloquantes, on le voit directement. Quand c'est juste des avertissements, voilà, on peut pas trop savoir. Si c'est un arrêt mal placé, clairement, on peut pas le savoir non plus. Ça va nous être remonté par les réutilisateurs eux-mêmes qui vont commenter en disant voilà, ton arrêt il est dans le Pacifique, donc il y a un problème. Mais globalement, sur le format de données, technique, on va dire, là il y a des outils en place. Donc voilà comment. Puis en fait, on est en lien vraiment tout le temps avec les producteurs. Notre rôle, c'est justement de mettre en qualité ces données. J'espère que ça a répondu à la petite question. Bonjour, Gaston Grosjean, groupe Renault. Une question autour du MAS. Vous allez créer un MAS pour la métropole de Rouen. Lyon fait pareil, Marseille, Paris. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit peu utilisé? Parce que finalement, le temps que moi, en tant que touriste, j'arrive à Rouen, je vais plutôt utiliser Google Maps ou Uber, parce que je connais déjà, qui marche très bien en Italie, en Espagne, au Portugal et en France. Et vraiment, le MAS tagué Rouen, est-ce qu'il y a la destination des locaux, des touristes, les deux, et comment vous allez gérer le fait qu'il ne soit pas le même qu'à Paris ou Lyon? Bonjour, Aurélien Cagnard, métropole Rouen-Normandie. Je propose de répondre à cette question sur le MAS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde comment se déplacent les habitants d'un territoire, et notamment le territoire de la métropole de Rouen, le territoire élargi, on est sur un bassin de mobilité de un peu plus de 300 communes. Quand on regarde comment se déplacent ces personnes, à 90-95%, quotidiennement, elles se déplacent à l'intérieur du territoire. Donc, un MAS local, il a toute sa pertinence, puisqu'il va s'adresser grosso modo à 95% de la population présente. En revanche, c'est vrai, vous avez raison, quand on est touriste, ou en tout cas très occasionnel, on peut avoir besoin d'avoir accès à des données qui sont des données génériques. On n'a pas forcément besoin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du MAS, par exemple. Et là, on peut avoir des initiatives soit privées, de type Google ou autre, hein, Moovit, pour pas non plus les citer, enfin des MAS privés, des MAS régionaux aussi. La région Normandie, via le syndicat MISAT ou Mode porte un projet de MAS. Donc en fait, le sujet du est-ce qu'il faut un MAS local, régional ou national, c'est un faux débat. Il faut des MAS qui répondent à des besoins qui sont spécifiques, soit locaux, soit régionaux, soit nationaux ou internationaux, avec des vocations différentes. Un MAS qui s'adressera à des touristes,
Par exemple, il proposera d'autres fonctionnalités, des tarifications qui ne sont pas forcément celles qu'on proposera aux habitants du territoire. Les points d'intérêt ne seront pas forcément les mêmes, etc. Donc voilà, l'enjeu, c'est un peu comme Flore le disait tout à l'heure, hein, quand on met à disposition de la donnée, et donc on construit des outils de type masse, l'enjeu, il va être de savoir à qui on va s'adresser et donc de créer des produits qui répondent spécifiquement aux besoins qui auront été identifiés. Bonjour, David Chauvin, société Flowbird. Prévoyez-vous d'intégrer les données du stationnement en voirie dans le PAN? Stationnement, oui, quand si on a la donnée, alors je pense qu'il y a un schéma. Sur le stationnement hors voirie. Voilà. On n'a pas de schéma sur le stationnement hors Il est voirie. écrit hors voirie, mais en fait, dans le territoire, je rebondis sur ce que monsieur disait, les personnes se déplacent beaucoup en voiture, s'arrêtent dans la ville, parfois dans les parkings élèves, c'est intéressant. Et cette donnée du stationnement en voirie est quand même clé pour comprendre les usages, notamment pour vous, monsieur le CRMA, parce que sans cela, comment est-ce que l'on va faire pour inciter les gens à changer de mode de déplacement et les encourager à aller dans vos transports à vous? Donc il y a un sujet d'adoption, de transformation et de changement des habitudes. Donc ces données du stationnement en voirie sont extrêmement riches, on les a. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de collaborer ensemble pour justement informer et aussi traiter non pas que les usagers finaux, mais les professionnels qui sont dans le cadre de la mobilité des grands perturbateurs entre guillemets, notamment avec les livraisons, avec tout ce que ça engendre en termes de perturbation et de flux à l'intérieur de la ville. Donc le stationnement en voirie, vous ne l'avez pas encore dans le schéma, mais vous devriez vraiment, à mon sens, regarder ça de très près. J'étais pas aux discussions initiales sur la création de ce schéma. J'étais pas aux discussions initiales sur la création du schéma hors voirie, mais je sais que c'était complexe de rajouter le en voirie parce que ça bougeait plus que le hors voirie. C'était pour des soucis je pense, de simplification et justement les parkings relais, c'est du hors voirie, etc. Donc on s'est focalisé là-dessus. Et pour ce sujet du stationnement, on voit bien qu'on a énormément de mal à récupérer la donnée auprès des collectivités, justement. Donc on a une base... Oui, mais c'est au format... C'est pas le format que nous on attend, je pense. Parce qu'en tout cas, c'est ce que Flore disait, typiquement ça nécessite un process dans les agglos de mise à jour de la donnée, de suivi de la donnée. Et donc aujourd'hui on a une base nationale qui couvre une dizaine de métropoles, donc la base est très pauvre. Et quand on en parle aux agglos, elles nous disent on n'a pas encore les moyens de produire cette donnée, ils n'ont pas le service pour. Et en fait, nous, dans notre discours, c'est vrai que comme on n'a pas non plus de réutilisateurs de cette donnée identifiée, c'est aussi difficile pour nous d'aller dire aux agglos, en fait, ok, c'est la loi, donc tu me produis cette donnée, mais en fait, je ne sais pas encore pourquoi, quel va être l'usage derrière. Parce que quand on parle d'un recalculateur, ils nous disent que, en tout cas, là aujourd'hui, ils ne veulent pas l'intégrer, cette donnée. C'est super important. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Notamment les véhicules électriques. Oui. Et en fait, il faudrait recroiser toutes ces bases parce que finalement, on parle de lieux de covoiturage, on parle de lieux de stationnement, on parle d'accessibilité, voilà. Et finalement, tout se recoupe et après, on va avoir un autre sujet qui va être les identifiants de ces lieux. Il faudrait qu'on ait un identifiant unique et que tout se croise pour dire à ce point, c'est accessible, j'ai une borne de recharge, j'ai un service de covoiturage, j'ai un P+R, enfin bon. C'est très complexe, mais... La régulation de tout ça. Parce que ces usages-là, en fait, amènent naturellement l'obligation de contrôler. C'est extrêmement intéressant. On a parlé de production de données, on a parlé d'utilisateurs finaux qui sont nous ici. On n'a pas beaucoup parlé du contrôle, on n'a pas beaucoup parlé de toutes ces données de validation, mais aussi de contrôle. Donc, est-ce que les usagers qui sont à l'intérieur de nos transports ont un titre ou non pas de titre? Et ça, c'est une donnée très importante
On parle d'amener des jeux de données externes par du smartphone, c'est très intéressant, mais le premier jeu de données à utiliser, c'est celui de la validation, de l'achat-validation, tarification qui est extrêmement riche en fait. Et celui-là, rien que celui-là, en fait, il est sous-exploité en transport, en parking, en toute mobilité. Parce que ça donne déjà une très bonne indication de la saturation des réseaux, de l'usage. On n'a pas besoin de faire parfois des ajouts de données à la donnée qui est déjà pas assez exploitée en fait. Parce qu'en faisant ça, on amène aussi à l'intérieur de ces réflexions autour de la donnée un peu de crainte parce que les usagers peuvent percevoir ça comme je suis suivi. C'est assez important. Vous avez vu la semaine dernière que Google a payé 400 millions de dollars aux États-Unis pour avoir piégé des données personnelles dans son système. Alors, si je peux compléter ou éclairer, alors je vous rassure, on ne suit pas les smartphones, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur numéro, on ne suit rien du tout. C'est un smartphone qu'on met un numéro dessus 424 et puis voilà, on ne sait pas qui c'est et on n'a pas du tout, et tout est très clair d'un point de vue RGPD, tout est enregistré. La donnée de contrôle, elle est déjà utilisée. Alors, c'est peut-être pas visible de l'extérieur pour les tiers, mais nous, en interne, évidemment, on l'utilise. La donnée de contrôle, c'est comme des enquêtes. Attention, c'est une photo à l'instant T, puisque le contrôle n'est pas fait sur tous les voyageurs, dans tous les bus, toute la journée, à toutes les heures. On a des équipes de contrôle, donc c'est toujours une photographie. Donc, on ne peut pas dire, c'est sûr, à cet arrêt-là, à cette heure-là, le taux de fraude, il était de temps. Ça n'existe pas encore. Mais je ne sais pas si ça existera, je ne sais pas si on a envie de ça. Mais, par contre, de comparer les données de comptage qu'on a via des cellules compteuses ou via ce système FOLI à la validation, ça nous permet d'avoir une estimation du taux de fraude, j'irais, quotidien, ce qu'on a plus de difficultés à obtenir avec simplement des enquêtes. Donc, c'est effectivement moins visible l'usage de la donnée de contrôle, mais en interne, pour nos équipes, elles le font, ça leur permet de travailler, ça leur permet d'optimiser leur tournée, d'optimiser leur temps de travail aux équipes de contrôle. Donc, il y a quand même un usage qui est effectivement pas grand public, mais qui est interne. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour, Jean-Paul Camberlin, association Rue de l'Avenir. Il y a quelques années, la FUB, la Fédération des utilisateurs de la bicyclette, et le club de ville cyclable avaient organisé un baromètre des villes cyclables. Nous faisons cette année un baromètre des villes marchables. Pensez-vous que ces données, obtenues de façon artisanale par les associations, soient toutes prises en compte dans vos données officielles? Et est-ce souhaitable et est-ce possible? Sur les données piétons, on a fait une investigation l'année dernière pour savoir si on allait ou pas créer un schéma de données justement spécifique pour ces aménagements piétons. Là, on est sorti, j'étais pas encore là non plus, mais malheureusement, ça n'a pas été priorisé. On sait que c'est un enjeu quand même de savoir cartographier ces aménagements piétons, mais on n'a pas pu, on est une toute petite équipe, donc on n'a pas pu prioriser ce chantier. En revanche, on a travaillé avec des startups type Streetco qui, eux, travaillent plus sur l'accessibilité des cheminements piétons. Et je sais que ce genre de start-up travaille en collaboration avec des métropoles pour les aider à cartographier justement leur cheminement piéton et indiquer s'ils sont accessibles ou pas. La vocation de cette start-up, c'est d'avoir une application dédiée pour les PMR et leur proposer des itinéraires adéquats. Mais c'est vrai que nous, au niveau national, malheureusement, il n'y a pas de schéma dédié, donc c'est pas encore... Ça devrait venir dans les années à venir, mais malheureusement, c'est pas dans la roadmap actuelle. Mais bon, il y a des enjeux, on en est conscient. Je crois qu'il y a un travail qui a été fait sur OpenStreetMap de cartographie de cheminement piéton. On peut aussi, voilà, avec les réutilisateurs potentiels, imaginer récupérer cette donnée-là sur la plateforme métropolitaine en la filtrant sur notre territoire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de savoir ce dont vous avez besoin en termes de données brutes et de visualisation, parce que ça peut nous aider, nous, à dire, bah oui, ça peut être intéressant de donner à avoir cette donnée-là, vu qu'elle existe. Pour compléter
fait peut-être, Mickaël, côté CEREMA, les données de marchabilité, est-ce que c'est des sujets sur lesquels le CEREMA travaille? Je ne saurais pas vous dire précisément, en tout cas, c'est des données qui nous sont intéressantes au même titre que les données de cyclabilité. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais je rebondis sur un propos qui a été évoqué par ma voisine sur les données historisées. Elles sont importantes pour nous pour bien connaître les usages, mais c'est aussi le socle indispensable pour pouvoir produire des analyses prospectives et donc pouvoir anticiper aussi à l'avenir les projets. Et du coup, voilà, je dirais de mieux comprendre le passé permet quand même plus facilement d'anticiper l'avenir. Du coup, je vais faire un petit insert sur justement ces aspects des prospectifs. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu sur les cycles. La métropole s'en est fortement saisie avec, là-bas, dans le coin de la salle, le réseau Espace Vélo qui est en cours de déploiement. Aujourd'hui, toutes ces données, que ce soit sur l'offre de réseau de transport pour les modes actifs, on parle aujourd'hui du vélo, peut-être que demain on parlera fortement des trottinettes ou encore d'un nouvel objet qu'on ne connaît pas encore et qui arrivera peut-être dans quelques années. On peut parler de trucs volants, on ne sait jamais. L'overboard, peut-être le fly ou quelque chose. Toujours est-il, c'est des données qui sont nous importantes pour mener nos études parce que là, monsieur parlait du tissu associatif, qui est aussi pour nous, quand nous on fait des études, c'est aussi les acteurs auprès de qui on va se renseigner, prendre de l'information, et donc je dirais les démarches qui peuvent être faites par le monde associatif sont souvent une grosse source de données pour nous dans nos diagnostics, dans nos études de mobilité. Et donc je dirais toute information autour de sujets de marchabilité, cyclabilité et plus largement d'offres de transport, tout transport confondu, nous sont intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Une question complémentaire? Tout le monde a posé ses questions? Vous êtes sûr? Ah. Plus pour le CEREMA, je pense. Avec la production de toutes ces données qui vont être accessibles du coup à tous, vous n'avez pas peur de production, d'analyse qui soit faite par des non-professionnels de la donnée, justement, et qui fassent de la diffusion de données, qui seraient du coup, qui perdraient de leur information d'intérêt initial, voire même détournées. Je ne sais pas, qu'on perd notre travail peut-être. C'est gentil. Oui, il y a toujours un risque. On peut pas. Après, je dirais, tout l'enjeu aussi pour nous, CEREMA, c'est de se positionner justement sur aider nos bénéficiaires, qui sont majoritairement les collectivités locales, à pouvoir gérer une ingénierie qui leur permet de bien comprendre la donnée qui est reçue, de l'analyse, et donc je dirais toute la plus-value, ils sont tous dans l'analyse. Je parlais tout à l'heure de data visualisation, mais c'est de la data visualisation avec un objectif d'analyse et de porter des plans d'action, d'accompagner, je dirais, les bénéficiaires dans l'orientation de leur stratégie d'action. Ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, je l'évoquais tout à l'heure, on peut parler, c'est toute la notion des données numériques, des données massives, le big data. Nous, le CEREMA, on essaie de se positionner justement sur essayer d'aider, je dirais, les utilisateurs finaux, qui peuvent être parfois des collectivités, entre autres, à bien comprendre finalement la pertinence d'usage de chaque donnée. On parle de téléphonie mobile, on parlait tout à l'heure de téléphonie mobile dans un cadre très particulier, parce qu'on sait que le téléphone est bien là, donc voilà, c'est une manière de capter l'usager, mais si je rebondis sur cet exemple-là, voilà, on ne sait pas forcément si l'usager a 1, 2, 3 téléphones, 4 montres connectées, et puis un iPad en plus. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de biais qu'il faut prendre en considération, et le CEREMA justement a vocation à se positionner un petit peu sur toute cette démarche de bien identifier le bon usage de la bonne donnée, et puis surtout identifier les freins, les biais, les limites, et justement pour éviter qu'il y ait peut-être des analyses un peu trop rapides qui puissent être faites par un certain nombre d'acteurs. Oui, bonjour. Comment vous déterminez les points importants qui mériteraient une ligne ou qui méritent une ligne? Par exemple, j'habite sur le plateau Est, et à Elbeuf, ils ont fait un hôpital de Faugrès. Et pour nous, c'est beaucoup plus pratique d'aller là que d'aller acheter à l'école ou la Clic-Maquille. Vous voyez la question? Comment vous déterminez les points importants qui mériteraient une ligne ou une ligne?
Alors là, j'aurais aimé avoir mon collègue en charge du bureau d'études avec moi pour vous répondre, mais en fait c'est tout un travail de concertation. Alors déjà, nous, en tant qu'exploitants de transport en commun, on fait des propositions à la métropole qui elle-même fait des réunions de concertation avec les différents élus des communes de la métropole de Rouen. Attendez, pas de réponse. Ah bon? C'est pour souligner que souvent il y a des nouveaux aussi importants et il y a des plus. Donc c'est pour savoir si dans vos démarches, vous prenez en compte ces nouveaux sites. Ah ben comme oui. l'hôpital, je ne sais pas, une SPA ou plein d'autres choses. Maintenant, Oui, c'est autre chose. Si on ne veut pas, vous avez des gens. La question est qu'on ne se pas. Non, mais effectivement, alors je parle pour mes collègues, mais je pense qu'effectivement, ils intègrent les grands générateurs de flux à venir, mais je ne manquerai pas de leur rappeler qu'ils en ont raté un. Les centres commerciaux, on prend un exemple. Les centres commerciaux sont maintenant mieux desservis avec le nouveau réseau. Ils sont mieux desservis, mais bon. Moi, j'étais plus. Merci Jean. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Puisqu'on a un peu de temps, toujours sur le MAS. Alors, je ne sais pas qui va répondre. Est-ce que vous comptez intégrer la voiture dans le MAS, notamment la ligne ECOV de covoiturage? Oui, tout à fait. On souhaite intégrer la voiture dans notre MAS à plusieurs titres. D'abord parce qu'un MAS doit être parfaitement multimodal, donc pourquoi exclure la voiture, premièrement. Deuxièmement, le MAS a des objectifs de report modal, de l'autosolisme vers d'autres modes de transport. Si on n'intègre pas l'automobiliste dans le MAS, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adresser aux personnes qui, de toute façon, n'utilisent déjà pas aujourd'hui la voiture. Donc, l'enjeu, il est de proposer aussi des services via le MAS à l'automobiliste, et notamment l'autosoliste, le terme est important, via l'intégration du paiement du stationnement, en parking ou sur voirie, par exemple, du guidage vers les parkings relais, etc. Donc, de faire en sorte que l'automobiliste puisse, au travers de services de guidage, de paiement de stationnement, puisse venir vers le MAS et puis qu'il puisse au fur et à mesure voir qu'il y a d'autres offres de mobilité qui pourraient lui correspondre, pas pour tous ses déplacements, bien évidemment, mais dans certains cas, il pourrait utiliser autrement, choisir une autre mobilité. Donc oui, ça fait bien partie du périmètre fonctionnel du MAS. Finalement, pour vous, le MAS, c'est un outil de politique publique, finalement, c'est un outil pour inciter les gens à changer de modalité. Oui, évidemment, tout à fait. L'enjeu, il est de rendre les gens plus multimodaux et intermodaux. Multimodalité, c'est j'utilise différemment des modes de transport à différents moments de la semaine. L'intermodalité, c'est je prends ma voiture, je regarde dans un parking relais et je prends une ligne de transport en commun. Aujourd'hui, là encore, grâce aux enquêtes ménages déplacements qu'ont réalisé la métropole et puis le CEREMA il y a quelques années, on sait que 92% des personnes, quand elles vont travailler ou étudier, se déplacent toujours de la même manière. Alors que dans certains cas, elles pourraient changer en fonction des jours. Alors il y a des moments où on est obligé de prendre sa voiture parce que le lundi et le mardi, on veut conduire ses enfants à l'école ou à la crèche. Le mercredi, il n'y a pas école. Peut-être que je peux prendre le transport en commun, je peux prendre mon vélo, etc. Donc oui, c'est un outil qui permet de participer à une politique de mobilité plus vertueuse, évoluant vers des modes décarbonés, et pour répondre aussi à votre question, oui, qui intégrera les lignes ECOV. Merci. Dernière question. Prévoyez-vous d'intégrer dans le MAS la finalité du déplacement? C'est-à-dire, je vais dans un stade de foot, j'achète une place, et au moment d'acheter la place dans l'application MAS, on me donne une incitation à prendre le transport public plutôt que ma voiture parce que je vais avoir un discours qui va être proposé. Est-ce que vous avez ça en finalité? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on reste vraiment strictement sur le périmètre mobilité. Peut-être que dans une phase, une version 2 ou 3 du MAS, on
pourra effectivement adresser ce type de questions, donc permettre, alors, soit par des liens commerciaux, partenariaux, de pouvoir acheter aussi son titre pour aller au stade, enfin son billet pour aller au stade, soit imaginer une intégration en disant j'achète un titre dans lequel j'ai et ma place, mon titre de transport et ma place pour aller au stade. On n'en est pas là, on ira étape par étape, mais ça fait partie des évolutions qu'on pourrait imaginer dans les phases ultérieures. Pour compléter du coup la réponse d'Aurélien, ce que je peux aussi préciser, c'est qu'au niveau du mix, on collabore avec l'association Rouen Capitale Européenne de la Culture. Donc, comme vous le savez, Rouen candidate pour être capitale européenne de la culture pour 2028. Et dans le cadre de ce projet, à échéance moyenne, on a d'ores et déjà commencé à travailler, on a discuté avec Transdev aussi, sur justement la possibilité d'avoir un outil à disposition des touristes qui leur permettra de sélectionner leurs points d'intérêt dans le cadre des visites touristiques qu'ils pourront faire sur le territoire et de, par ce biais-là, être incités à un report modal en faveur des outils autres que la voiture individuelle. Donc c'est déjà dans cette logique-là, comme l'a dit Aurélien, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais c'est en tous les cas un premier exemple d'application sur lequel on envisage vraiment d'avoir effectivement des moyens de mobilité qui sont les plus éco-responsables possibles et inclusifs, en lien avec une finalité. Alors moi j'avais prévu une petite question quand même, je ne vous l'avais pas parlé parce que quand même, je voulais la surprise. Comme je vais être porte-parole de l'équipe Innovation Citoyenne, qui est donc l'équipe qui rassemble les habitants du territoire qui collaborent au projet du mix. Notre projet, c'est donc de pouvoir identifier les besoins des utilisateurs, des usagers, des citoyens du territoire et de pouvoir, sur la base de ces besoins, de leur désir de mobilité à l'horizon 3, 5, 10 ans, mobiliser les acteurs de la mobilité que vous représentez aujourd'hui pour co-construire ensemble des solutions. Donc, dans le thème qui nous occupe aujourd'hui de l'ouverture de données, on a mentionné plusieurs enjeux. Les rendre disponibles, les rendre interopérables, les prévisualiser pour qu'au niveau de l'échelle des professionnels que nous sommes aujourd'hui, même s'il y a quelques représentants, Jean-Marc, de l'équipe Innovation Citoyenne aussi, soit exploitable d'un point de vue serviciel, d'un point de vue usage, du point de vue justement des membres de cette équipe Innovation Citoyenne qui sont très intéressés par ce futur des mobilités, qui sont volontaires pour pouvoir s'acculturer, en apprendre et être force de proposition. Est-ce qu'il est prévu une vulgarisation de ces données pour qu'elles soient accessibles, interprétables par le citoyen, et notamment pour qu'il puisse comprendre un petit peu les mobilités de son territoire? Je vais même au-delà des citoyens, c'est un sujet sur lequel on va travailler, notamment sur Rouen et les grosses agglomérations du territoire. En tant qu'usager, je vais parler aussi des commerçants notamment, qui ont un enjeu en termes d'attractivité de leur entreprise et qui aujourd'hui sont sur une analyse très subjective de la mobilité du territoire, avec le terme de no parking, no business. Aujourd'hui, pour arriver à convaincre à la fois les usagers et les commerçants, il en a besoin d'informations factuelles, objectives. Donc toujours dans ce sens-là, est-ce qu'il est prévu, soit dans le cadre de la loi, soit au niveau de la métropole, du CEREMA, ou de Transdev, d'avoir un vrai travail de vulgarisation pour le rendre accessible au grand public? Alors oui, ça fait partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la démarche Open Data de la métropole, et plus globalement de la stratégie numérique et du numérique responsable, d'avoir un vrai volet inclusion numérique. Et l'inclusion numérique, ce n'est pas uniquement comment on va vers les personnes qui sont éloignées du numérique, c'est aussi acculturer, alors aussi bien d'ailleurs en interne, la métropole, les services, que les citoyens sur tous les enjeux du numérique et dont la data, qui aujourd'hui a un enjeu quand même très important. Et donc on propose un certain nombre d'actions à destination des citoyens. Donc, la première action, ça a été la présentation de la plateforme via le service de la participation citoyenne, qui est une plateforme Je Participe. Donc on a adressé à l'ensemble des citoyens un questionnaire pour avoir leur retour, savoir s'ils souhaitaient
voire des données spécifiques. Et on a eu un échange également le 17 novembre dernier pour échanger sur ce sujet-là. Ensuite, on a également, on va avoir en 2023 la mise en place d'un comité du numérique qui va s'adosser au conseil de développement pour pouvoir débattre de tous les sujets du numérique avec les membres du conseil de développement et dans lequel on invitera également des citoyens parce que la 5G, parce que l'inclusion numérique, ça concerne les citoyens, donc c'est bien aussi de pouvoir recueillir leurs paroles. Et on va proposer des ateliers citoyens, donc un sur la mobilité, certainement avec le mix, par exemple, de production de données collaboratives avec les citoyens. Donc on peut imaginer des balades urbaines sur l'accessibilité. Voilà, par exemple, on parlait des données de voirie, on pourrait imaginer cartographier un quartier avec les citoyens pour leur faire comprendre en fait tout le cheminement de la donnée, de la collecte jusqu'à la diffusion. Voilà, c'est une petite action qu'on envisage de proposer sur l'année 2023. Merci. Merci. Complément. C'est bon. Peut-être juste dire rapidement, effectivement, c'est des questions un peu nouvelles chez Transdev, mais qui commencent à voir le jour et toutes les démarches qu'on a initiées, en tout cas localement, c'est de présenter l'envers du décor du métier d'exploitant de transport en commun, parce que je dirais la partie visible de l'iceberg, c'est le conducteur de bus, mais derrière, il y a plus d'une centaine de métiers différents. Donc, dans le cas d'accueil de classes de collégiens ou même on va dans des collèges pour présenter non pas juste qu'est-ce que c'est qu'un bus et le chauffeur, mais aussi quels sont tous les métiers derrière, toute la technicité. Effectivement, en général, le volet numérique n'est pas imaginé par les jeunes générations. Donc c'est quelque chose qu'on a à cœur de faire de plus en plus régulièrement et qui est très appréciable et qui est très apprécié. Ça permet d'avoir un échange. On est allé à la fête de la science se présenter un projet qu'on porte avec la métropole. Donc en général, on a les collégiens sont surpris, mais il y a toujours un bon accueil. Merci. Merci. Donc, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup Christina, Flore, Virginie et Mickaël pour cet échange. Comme je l'ai dit, s'il y a encore des questions qui y restent et que vous voulez aborder, n'hésitez pas à profiter, si vous pouvez, du déjeuner des partenaires. Si on peut résumer pour conclure un petit peu cet échange, c'est qu'on est quand même sur un enjeu d'intérêt général, on l'a vu. Il y a des belles perspectives à développer dans le cadre de l'ouverture de ces données. Elles nécessitent encore beaucoup de travail de visualisation, du travail d'harmonisation. Et l'idée quand même, c'est de pouvoir toujours apporter plus d'informations aux voyageurs, plus de services aux utilisateurs, et de pouvoir aussi mettre en interaction les acteurs de la mobilité, parce que comme on l'a dit, une structure donnée n'est pas forcément en mesure d'exploiter et de tirer le plus de valeur possible. Donc ça nous amène justement, comme je l'ai introduit tout à l'heure, par rapport aux informations que vous avez eues sur votre siège, donc à la séquence autour des données ouvertes de la mobilité que nous lançons aujourd'hui au niveau du mix, qui va durer sur les 6 prochains mois et qui, comme vous le voyez, se compose de la table ronde du jour, qui prend donc fin aujourd'hui, qui sera suivi entre les mois de janvier et de juin d'une exposition sur les données ouvertes de mobilité que le mix met en place avec l'agence d'urbanisme, l'ORPS du territoire. Par la suite, nous allons organiser avec l'entreprise data activiste des challenges open data. Un challenge open data pour vous mentionner, comme vous le voyez, des informations sont aussi disponibles autour de vous pour vous inscrire. Ces challenges open data sont réservés aux adhérents du mix. Ces challenges sont composés de 4 demi-journées au cours desquelles des représentants de nos adhérents peuvent s'inscrire sur les 4 demi-journées et nous allons les accompagner autour des données dont ils disposent aujourd'hui pour, de façon collaborative, apprendre ce qu'est une donnée, comment l'ouvrir, comment la rendre exploitable, comment la visualiser et comment la mettre à disponibilité de l'écosystème. Donc ce challenge Open Data se compose de 4 demi-journées. L'idée, c'est qu'in fine, à la fin de ces 4 demi-journées d'acculturation et de formation, le représentant du partenaire soit non pas autonome pour prêcher la bonne parole sur toutes les méthodologies d'ouverture de données, mais soit un représentant facilitateur
et d'accompagnement de ce processus d'ouverture. Donc les adhérents qui sont présents aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Vous avez au niveau de la bibliothèque et au niveau de l'annexe, tu fais comme le test de l'air qui présente, la possibilité de scanner le QR code ou de taper le lien d'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire. Aujourd'hui, on a pour cette première session 35 places ouvertes. Donc je ne suis pas en mesure de vous garantir que votre inscription sera possible. N'hésitez pas à le faire tout de suite. On va bien évidemment essayer d'être le plus hétérogène et d'ouvrir cela au plus grand nombre de nos adhérents. Et si il s'avère qu'il y a beaucoup plus que 35 candidats, bien évidemment, nous mettrons en place dans les mois à venir une deuxième session. À l'issue de ce challenge Open Data, nous allons, si tout se passe bien, avoir la possibilité d'ouvrir un large set de données qui seront coproduites par nos adhérents. Et comme on l'a dit, l'écosystème de la mobilité, ça inclut, Virginie le mentionnait tout à l'heure, les collégiens, mais aussi toute la sphère étudiante académique, qui sont partenaires du MIX, en passant bien évidemment par l'Université Rouen-Normandie, les écoles d'ingénieurs, l'INSA, le CESI, les CIGELEC et d'autres structures. L'idée derrière, c'est d'intégrer en avril 2023 un hackathon Open Data qui aura la possibilité de mobiliser des ingénieurs de tous bords, des techniques, en sciences humaines, en urbanisme, en géographie, en développement, pour pouvoir les recueillir ici au MIX, mettre à disposition les données qui auront été co-construites lors des challenges, bien évidemment accéder au PAN, accéder à la plateforme de données ouvertes du territoire, les mettre en interaction avec des professionnels de la donnée et leur donner la possibilité, sur ces 24 heures, de prototyper des usages, des services complémentaires qui seront bien évidemment présentés aux acteurs professionnels partenaires du MIX. Et enfin, là, on reste sur l'écosystème professionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vocation est d'acculturer, de mettre en lumière le futur des mobilités auprès des citoyens et des usagers. Donc, en juin 2023, dans le cadre de notre futur événement Rue des mobilités innovantes, nous organiserons des conférences tout public où le grand public pourra venir capitaliser sur l'ensemble de ces démarches des 6 mois, être informé des activités, des services prototypés lors des différents échanges et apporter l'expertise d'usage des citoyens. Voilà pour la conclusion. Je remercie beaucoup chaleureusement nos intervenants et vos interventions. Merci beaucoup.